Eh bien, bonjour, je suis Vincent Léonard, associé d'Impact Partner. Et aujourd'hui, je serai entouré de Sylvain Moineau et Adrien Rougier, qui sont directeurs adjoints d'investissement, sur le fonds création dont on va parler donc aujourd'hui. Donc, on est très heureux de vous accueillir sur ce webinaire. L'objet étant un partage d'expérience sur notre solution de financement de commerce sous enseigne. Et pour cela, aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois invités. Nous avons Jean Charbonnel, qui est responsable du développement de Basilic & Co. Nous avons Aurélie Fréval, franchisé Jardin des Fleurs, et puis Aurélien Ball, franchisé Basilic & Co. Merci à tous les trois. Donc, deux entrepreneurs et une enseigne qui nous connaissent bien et qui pourront donc témoigner de leur expérience avec Création et notre solution de financement. Alors peut-être avant d'échanger avec eux trois, pour ceux qui nous connaissent moins, je vais peut-être faire un petit retour de quelques minutes. Je vais être rapide sur qui on est et ce qu'on fait chez Création. Donc on a quelques slides là que je vais parcourir rapidement. Vas-y Adèle. Voilà. Donc voilà, nous sommes Impact Partner, donc une société de gestion à vocation sociale. Ça dit bien ce que nous sommes. En fait, nous investissons avec une recherche à la fois de retour financier, mais également d'impact social fort. Donc, on investit dans des projets, on investit sous diverses formes, par différents fonds, dans des projets à fort impact social. En 2017, nous avons lancé donc le fonds Création, qui est doté de 50 millions d'euros, apportés à la fois par des institutions publiques et puis des investisseurs privés que vous voyez à l'écran, et dont l'objet est de stimuler, de faciliter la création et la reprise d'entreprises sous enseigne dans les territoires prioritaires. Dans un instant, je vous dirai un tout petit peu plus ce que sont ces fameux territoires prioritaires. Et voilà ce que nous faisons. Et pour faire simple, notre solution de financement consiste à venir compléter l'apport de l'entrepreneur de façon à solidifier son dossier et lui permettre d'aller chercher les financements bancaires et de boucler son plan de financement pour pouvoir démarrer, pour pouvoir lancer son business. Voilà. En page suivante, un petit peu plus spécifiquement, Adèle, si tu veux bien cliquer, voilà. Un petit peu plus spécifiquement, nous opérons donc via un prêt obligataire, une OPSA, dont le montant est variable, vous voyez qu'il y a une large fourchette, mais surtout qui peut représenter jusqu'à 40% de l'investissement global sur un projet donné. Donc, c'est un apport qui peut être très, 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 très important. Ce financement est subordonné. Il est junior, il est subordonné, et donc voilà, aux emprunts bancaires, et il est remboursable en une fois, à la fin, après toutes les échéances bancaires, que ce soit capital ou intérêt, donc un remboursement en une fois, avec un intérêt à 7%, et nous ne prenons pas de garantie réelle ni personnelle. Donc, toutes ces caractéristiques-là lui confèrent le statut, lui permettent d'être considéré par les banques comme des quasi-fonds propres et donc de venir véritablement renforcer le dossier de l'entrepreneur et permettre de rassembler des financements. En bas de page, là, vous avez un exemple de ce que peut être un financement. Donc, c'est vraiment illustratif, hein, ça peut varier assez sensiblement. Et vous pourriez, par exemple, avoir un entrepreneur qui met 20% du capital, que nous, Impact, souscrivions à une obligation à hauteur d'un autre 20%, et que les banques viennent compléter à hauteur de 60%. Donc, voilà une possibilité, une illustration de financement, sachant à nouveau que nous pouvons aller jusqu'à 40% de l'investissement total. En page suivante, quelques points tout petit peu plus juridiques. Donc, nous prêtons à la société d'exploitation de la franchise, laquelle doit être une SAS parce que ça lui permet
juste après sa création, d'émettre une obligation. C'est beaucoup plus facile pour les SAS que pour d'autres formes de sociétés. Donc, nous prêtons à des SAS, nous prenons une action de la société emprunteuse, ce qui nous permet d'entrer dans un pacte d'actionnaires avec l'entrepreneur, lequel pacte a pour vocation à encadrer, si vous voulez, les évolutions éventuelles de gouvernance et d'actionnariat lors de la vie de l'entreprise, puisque il y a un intuitu personné fort dans notre décision d'investissement. Nous accompagnons un entrepreneur et cet entrepreneur-là. Et donc, il est important de pouvoir encadrer un petit peu les évolutions durant la vie de la société. Et puis, la partie BSA de l'OPSA, elle est réservée à des situations que nous espérons très rares et qui sont des situations de défaillance. Voilà, donc ce modèle qui repose donc sur la franchise ou le commerce sous enseigne avec toutes les vertus qu'on lui connaît en matière de réduction du risque et puis un apport en quasi-fonds propres, ce modèle a fait la preuve de son efficacité, en particulier dans les territoires dont nous parlons, et puis en particulier en cette période de crise où les enjeux de risque et de financement sont évidemment très présents et où il est important de pouvoir stimuler, débloquer certaines de ces situations. Voilà, en page 5, qu'est-ce qu'on fait en page 5? On revient, oui, sur les fameux territoires prioritaires. Donc, qu'entendons-nous par là? Eh bien, pour faire simple, ce sont les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, élargis par une bande de 500 mètres autour de ces quartiers. Donc, vous voyez qu'il y en a partout en France. Enfin, ce que vous voyez, ce sont nos investissements, en fait, mais je vous le dis, il y en a partout en France. Ça représente des territoires importants et ça nous permet d'accompagner des projets sur tout le territoire français. À date, nous avons financé plus de 100 créations de commerce, créations ou reprises de commerce. Vous voyez qu'on n'est pas limité, on déploie ce modèle rapidement. Vous avez un lien là qui permet de tester facilement une adresse donnée pour voir si un local donné est éligible. Et puis, en parallèle de tout ça, nous réfléchissons à de possibles élargissements de ces périmètres, toujours avec un focus sur les territoires ciblés par la politique de la ville, par la politique d'aménagement du territoire, mais possiblement un élargissement de ces territoires qui nous permettra d'accompagner encore plus de projets de création de commerce. Voilà. Voilà, à titre illustratif, sur l'agglomération de Lyon, voilà ce que représentent les QPV et leur bande de 500 mètres. Vous voyez que ça donne beaucoup de possibilités. Alors, chaque agglomération est unique et a ses spécificités, mais ça vous donne une idée de l'emprise géographique de ces territoires prioritaires, de ces quartiers prioritaires sur une agglomération comme En page suivante, oui, bien sûr, notre modèle s'appuie sur une coopération étroite. Elle est clé, cette coopération, évidemment, avec les enseignes. Donc, vous avez ici, je pense, 75-80 logos d'enseignes avec lesquels nous avons noué des partenariats après études approfondies de leur modèle, de leur pratique, de la qualité de leur accompagnement. Donc, nous entrons dans ces partenariats qui nous permettent ensuite de développer, de coopérer sur des projets de façon plus aisée parce qu'on se connaît bien. Et évidemment, vous repérez là Basilic & Co et le Jardin des Fleurs dont nous allons parler dans un instant. Et enfin, bien sûr, last but not least, nous avons une belle équipe, une très belle équipe, très, très engagée et je dois dire très experte désormais dans le financement des entreprises, des commerces sous enseigne. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et certainement très désireuse d'accompagner de nombreux nouveaux projets. Donc voilà, l'équipe
L'équipe est là à votre disposition. Voilà le petit survol qu'on voulait faire en introduction pour nous remettre un petit peu en tête ce dont on parle ici. Mais maintenant, on passe au cœur du webinaire, c'est-à-dire le partage d'expériences avec nos entrepreneurs et une enseigne. Donc, je passe la parole à Adrien qui va dialoguer avec Jean de Basilic & Co. Merci Vincent. Donc oui, donc le mieux c'est de vous montrer ça par des témoignages. Donc le premier côté franchiseur avec Jean qui nous fait le plaisir du coup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc bonjour Jean, est-ce que tu peux du coup te présenter Basilic & Co auprès des personnes qui sont présentes aujourd'hui? Vous mettez vos caméras si possible. Bonjour à tous, bonjour Adrien. Donc pour vous présenter un petit peu Basilic & Co. Donc Basilic & Co. C'est une enseigne de restauration rapide haut de gamme sur le thème de la pizza de terroir. Donc en fait, c'est concrètement la découverte des terroirs français et d'ailleurs au travers d'un produit phare qui est la pizza. Donc aujourd'hui, Basilic & Co. c'est 41 unités en France. Donc on a réalisé notamment 7 de ces 41 restaurants avec le recours de Monta Franchise. Et puis pour vous présenter un petit peu moi mon parcours, donc, je suis issu en fait d'un parcours sur le développement commercial et l'entrepreneuriat au sein de l'enseigne Basilic & Co depuis 2013, donc au tout début pour le coup de l'aventure en franchise, et donc au sein du développement depuis fin 2016. Pour vous présenter un petit peu l'année le départ, on va dire, de Basilic & Co. Donc Basilic & Co, le premier restaurant a été créé en 2007. Donc, ça fait maintenant plus de 14 ans d'expérience sur le métier de la pizzeria. Et donc, on se développe sur des modèles de vente à emporter, restauration sur place et livraison à domicile via prestataires externalisés. Voilà un petit peu pour la petite introduction. Super, merci beaucoup Jean. Donc, nous, on se connaît maintenant depuis à peu près 3 ans, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment l'historique de nos relations, comment ça s'est passé et un peu ton retour d'expérience aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que on se connaît depuis 2018 au travers d'un salon pour la première fois où on s'était rencontrés. Ça a plutôt été une évidence pour nous de prendre un partenaire comme Monta Franchise, donc Impact, parce que par rapport à l'historique, la genèse vraiment de notre concept, donc le fondateur, Laurent Bassy, a un parcours un petit peu atypique. Hein, il est parti vraiment de rien du tout. Et je pense qu'au tout départ de son activité, vraiment dans la création, il aurait été justement, il aurait vraiment, ça aurait été une chance et une opportunité pour lui d'avoir un partenaire tel qu'Impact. Et donc, voilà, sur cette base-là, si vous voulez, ça a vraiment été une évidence pour nous de travailler avec Impact, puisque aujourd'hui, tous les partenaires qui travaillent du coup avec nous, eh bien, derrière, ont un point commun qui est, on va dire, les 2 points communs, c'est vraiment la qualité des profils et le manque d'apport pour pouvoir réaliser le projet vraiment qu'ils souhaitent. Et donc, c'est vrai qu'on s'est facilement retrouvé avec Monta Franchise qui permet d'apporter justement une solution de financement aux porteurs de projets et donc de leur permettre de réaliser ces projets. Et voilà, nous derrière, on a un modèle économique qui est fort, qui nous permet, voilà, si le magasin est bien géré, de pouvoir voilà, avoir une bonne rentabilité dans les établissements, de pouvoir avoir une exploitation aussi voilà, assez simplifiée, avec notamment des employés voilà, qui vont être polyvalents dedans. Mais Aurélien, donc notre franchisé, nous présentera, je pense, ça un petit peu plus en détail et plus précisément que moi. Et donc, voilà, concrètement, c'est vraiment le point commun entre tous ces franchisés. Et donc, pour nous, voilà, ça a vraiment été une évidence de choisir Impact comme partenaire. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a 7 beaux projets qui sont réalisés ensemble. Ils ont tous voilà, à peu près le même schéma hein, de structuration. Donc, voilà, entre 5 et 20% effectivement du budget total. Donc, pour expliquer brièvement, concrètement, donc, le franchisé
a un apport personnel qu'il doit mettre dans son projet. Pour aujourd'hui avoir un financement bancaire, souvent, le montant qui est demandé, c'est 30% de l'apport personnel par rapport au montant total du projet. Et donc, aujourd'hui, en fait, on vient un petit peu abonder, on va dire, cet apport personnel avec le recours d'impact qui va venir donc emmener des fonds supplémentaires qui vont donner quelques garanties à la banque et permettre du coup, avec les bons dossiers, les bons porteurs de projets et les bons projets d'implantation que l'on mène ensemble, de pouvoir donc nous octroyer des financements pour pouvoir réaliser ces projets. Ok. Et oui, donc 7 projets réalisés, donc restaurant ouvert et un autre qui est en cours d'ouverture à Reims qu'on a fait ensemble récemment. Et pour illustrer un peu ce que disait Jean, c'est ça, on a financé des projets avec des candidats qui avaient des apports qui allaient de 5% pour le plus petit jusqu'à 20% avec une moyenne à 10%. Et Jean, toi, de ton côté, de ta casquette de franchiseur, comment tu qualifierais un peu notre relation au quotidien sur nos échanges, sur la manière dont on travaille les projets ensemble, si tu peux l'expliquer aussi. Oui, alors là-dessus, justement, de la même manière, je trouve qu'on se retrouve plutôt bien, puisqu'en fait, donc chez Basilic & Co, on a un accompagnement qui est vraiment sur toutes les étapes du projet. Donc, on les prend très en amont. On va aider donc les franchisés à rechercher des locaux commerciaux. On va les aider dans la structuration, du coup, tout ce qui est études de marché, tout ce qui est derrière, on va dire, l'ingénierie financière. Et donc, Monte ta franchise vient directement en parallèle, en fait, de ces étapes-là. Et c'est vrai que vous avez un accompagnement aussi qui est assez proche des porteurs. Encore une fois, je laisserai plutôt Aurélien en témoigner que moi. Je pense qu'il sera plus enclin à le faire. Mais du coup, effectivement, c'est vraiment, ça se fait plutôt naturellement dans le process. Vous prenez plutôt, du coup, les franchisés au tout départ de la relation. Il y a des partenaires franchisés aujourd'hui qui ont été emmenés par Impact directement. Nous, ensuite, on a un recruteur qui est externalisé. Donc, voilà, le départ des échanges peut se faire comme ça. On a d'autres cas où là, c'est nous qui avons un bon porteur, mais il manque d'apport. Et là, on se met en relation. Et encore une fois, vous leur amenez un vrai accompagnement sur tout ce qui est, on va dire, sur l'ingénierie financière, le montage du dossier, mais également dans la partie création de la société, déblocage des fonds, toute cette partie-là derrière qui va permettre de mettre l'entreprise en route et vraiment de pouvoir commencer l'activité. Ok, merci beaucoup Jean. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on y répondra à la fin du webinaire. Et ta transition était parfaite parce que maintenant je vais donner la parole du coup à Aurélien qui nous donne son point de vue côté entrepreneur du coup. Donc bonjour Aurélien, merci aussi d'être là, merci infiniment. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et comment s'est un peu passé ton projet Basilic et voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis diplômé de l'Institut Vatel avec mes 2 associés que vous pouvez voir sur la photo sur l'écran. À la suite de Vatel, moi, j'ai intégré le groupe Flow où j'ai pu, donc avec l'ancien Hippopotamus, où j'ai été directeur adjoint. Après, je suis passé chargé des ressources humaines régionales multi-enseignes et pour terminer sur un divers postes de directeur d'exploitation. Après 8-9 ans passés au sein du groupe Flow, également sous franchise, parce que un des restaurants où j'étais a été racheté par un franchisé, avec mes 2 amis de l'école de Vatel, Grégory et Jean-Baptiste, nous avons décidé justement, c'était un échange qu'on avait depuis maintenant presque 10 ans, de s'associer pour monter notre structure. Et donc, on a décidé déjà de réfléchir quel produit était le plus intéressant, qui était à la fois qui plaisait aux consommateurs, qui était rentable et qui était transportable. Et le produit de prédilection qui s'est mis en face à face par évidence, c'était la pizza. Et à la suite de ça, on a du coup cherché les enseignes qui étaient porteuses sur le marché. Et étant originaire de Grenoble, mes parents m'ont parlé de Basilic & Co et que j'ai pu aller tester justement en direct dans les unités pilotes. Pour la relation après que j'ai eue, on a contacté directement Basilic & Co. On a été mis en relation avec le recruteur des franchisés, Thierry Supermarek, qui a été déjà la première révélation qu'on a pu avoir déjà. On a été assez surpris de la relation qu'on a avec lui parce qu'on a eu un échange
de 4 heures avec lui pour le recrutement, qui était extrêmement constructif parce que on voyait déjà via un recruteur, c'est un prestataire de Basic Co, mais il connaissait tout par cœur, tout ce qui concernait l'enseigne. Et ça montrait déjà la qualité pour nous de l'enseigne. Et il savait pas, il nous répondait pas comme on a pu voir, parce qu'on n'a pas regardé que Basic Co, on a rencontré d'autres enseignes également. Mais à chaque question qu'on pouvait poser, on nous disait, voilà, d'un point de vue gestion, c'est comme ça, d'un point de vue RH, c'est comme ça, et selon nos parcours à nous, c'est vrai qu'on avait des questions qui étaient plutôt pertinentes et on ne voulait pas non plus se tromper dans l'enseigne qu'on allait choisir. Et comme l'a dit Jean, malheureusement, on n'avait pas les fonds suffisants justement en termes d'apport. Et donc, Thierry Kermarek nous a conseillé de se rapprocher de Monta Franchise, et c'est là où j'ai pu rencontrer Adrien. Oui, c'est ça. C'est là, du coup, qu'on a commencé à se parler et à se connaître. Comment c'est quoi un peu ton point de vue avec le recul sur l'accompagnement qu'on a pu te fournir, sur celui que Basilic a pu te fournir, sur leur complémentarité aujourd'hui? En clair, on va faire simple. Tous les trois, on n'est pas du tout issus nos parents ne sont pas du tout entrepreneurs. On n'est pas issus de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a un mot qui peut résumer tout ça, c'est la peur. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer parce que on saute un peu dans l'inconnu. Être directeur d'exploitation, c'est bien, mais on n'est pas son propre patron. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et tandis que là, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est son propre patron. Tous les choix qu'on va faire, on doit les assumer. Et que ce soit Impact ou que ce soit Basilic Co, très clairement, ils ont été un facilitateur de réussite. C'est-à-dire que d'un côté, avec toi, Adrien, on a pu discuter tous les montages, avec Jean également, mais tous les montages financiers qu'on pouvait faire. Tu nous as mis en relation, vous nous avez mis en relation avec Prépro après pour nous aider aussi pour les échanges bancaires, pour pouvoir monter et présenter notre projet auprès des banques. Et en plus, c'était une période difficile parce que c'était en plein mois de juillet. Donc, c'était très simple pendant les vacances, les grandes vacances, de proposer de présenter et d'avoir un accord bancaire. Et très clairement, à la moindre de vos questions, même si elles étaient bêtes, vous ne nous avez jamais jugé et vous nous avez répondu justement et guidé pour la réussite de l'établissement, de l'ouverture de l'établissement. Et maintenant, comment ça se passe depuis que tu as ouvert, là, Aurélien? Explique-nous tout. Ça va plutôt bien. malgré la période, ouais, c'est ça. Ouais, mais malgré la période, au final, on se rend compte que le fait d'avoir choisi aussi le produit de la pizza, aujourd'hui, ça reste un produit qui est quand même extrêmement consommé en livraison. Donc, bien évidemment, par les partenaires de livraison, aujourd'hui, c'est malgré ce qu'on peut en penser, c'est eux qui nous font vivre et c'est eux qui aident les restaurateurs aujourd'hui également. Il y a aussi pas mal de emportés. Donc, après, c'est à nous aussi de mettre en place des actions pour booster le emporté. Mais le produit, nous, on est monté crescendo en termes d'intensité et de capacité. Et chose qu'on ne pouvait même pas penser quand on s'est installé. Et pour le coup, quand Basilic Co nous dit de prévoir, parce que notre business, il nous aide à monter un business plan, Jean revalide tout le business plan avant, il nous aide, on fait un entretien avant la présentation au niveau des banques, on fait un business plan qui est ridicule, qui est en termes de prévision, c'est vraiment très très bas. Et au final, on se rend compte que on peut faire beaucoup plus. Ok. C'est ça qu'aujourd'hui, que ce soit la relation qu'on a eue avec vous, et puis même on s'appelle régulièrement, que ce soit avec Jean ou avec toi, Adrien, et pour faire le point, même pour répondre à des questions, on s'est encore eu au téléphone pour répondre à d'autres questions. Mais il y a toujours un parcours. Il n'y a pas que l'avant où on s'appelle beaucoup, il y a aussi l'après où c'est sûr qu'on ne va pas savoir tous les jours au téléphone, mais on s'appelle que ce soit pour prendre des nouvelles. Il y a une vraie relation familiale. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Basilic Co, c'est qu'il y a cet esprit famille, mais avec Impact qui est quand même une grosse structure, il y a aussi cet esprit-là. Et avec le recul, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait quelques petites choses que tu ferais différemment? Tu referais tout pareil? Au final, je pense que je referais tout pareil parce qu'au final, on a énormément appris la création de la première structure. Là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour présenter un dossier pour ouvrir un deuxième établissement. Et aujourd'hui, on fera pas, entre guillemets, on fera pas nos erreurs,
pour le coup, qu'on a fait sur le premier, notamment sur le choix du local. On a mis beaucoup de temps à le choisir parce qu'on a été en manque d'expérience. Et au final, ceux qui nous ont, entre guillemets, aiguillés et recadrés, c'est Basilic & Co. Et notamment Jean et Laurent Bassy qui sont venus directement sur le terrain avec nous, faire un tour sur Villeurbanne pour nous montrer. Et on est passé devant le local dans lequel on est actuellement. Et au final, c'est une réussite. Donc, on les en remercie. Merci beaucoup Aurélien, merci encore pour ton témoignage, c'était parfait. Je vais laisser la main du coup à Sylvain qui va faire prendre le témoignage d'Aurélie Fréval, qui elle aussi est devenue franchisée et sur lequel on a pu participer à son projet, mais sur un autre secteur du coup avec l'enseigne Le Jardin des Fleurs chez les fleuristes. Sylvain, à toi. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis très content de présenter ce projet-là d'Aurélie avec l'enseigne Jardin des Fleurs à Aix-les-Bains. Je suis très content parce que déjà, j'ai une sympathie particulière pour Aurélie, qui est le type, le profil d'entrepreneur que vraiment on a envie de mettre en avant, même si elle n'aime pas trop se mettre dans la lumière. Parce que en fait, elle a une pêche, une niaque d'en faire une expérience aussi. Et ça, c'était important de revenir là-dessus parce qu'on disait tout à l'heure que les profits qu'on essaie de mettre en avant, c'est pas uniquement juste parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et que ce qui nous importe, c'est des gens qui ont une expérience, une capacité à gérer leur centre de profit, dont on va se dire qu'ils vont être les parfaits opérateurs pour lancer leur commerce. Et c'était tout à fait le cas d'Aurélie. Et là, le deuxième élément, c'était que c'était le premier projet avec l'enseigne Les Jardins des Fleurs, que cette enseigne-là, elle a aussi une fibre sociale dans le sens où, en fait, on ne réduit pas tout aux apports financiers et qu'on peut avoir aussi de très belles candidatures, mais qui sont limitées en apport et que il faut trouver les solutions pour pouvoir aider ces porteurs de projets. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire depuis quand tu es franchisée de ton magasin? Alors, donc j'ai commencé moi des études d'horticulture et floriculture, j'avais 16 ans. Voilà, donc ça fait quelques années déjà. J'ai intégré Jardin des Fleurs en tant que salariée pendant 17 ans, donc jusqu'en 2018. Et j'ai commencé donc à vouloir acquérir le Jardin des Fleurs où je suis actuellement à Aix-les-Bains en septembre 2019. Voilà. Et en fait, quand on discutait hier, on essayait de reprendre le fil de l'histoire. Il y avait un élément qui était assez drôle, c'est que quand tu commençais à regarder des annonces pour finalement reprendre un fonds de commerce, parce que c'était déjà quelque chose qui était ancré en toi, Oui. Au départ, tu ne pensais même pas au Jardin des Fleurs parce que tu pensais que c'était inaccessible à tes moyens financiers. Tout à fait. Ça m'était même pas venu à l'idée. Et donc, Voilà. Du coup, en fait, il y a eu un espèce de concours de circonstances qui fait que finalement, tu as découvert que le salon dans lequel tu travaillais était à la session, ce qui, Oui. du coup, en fait, t'a amené à prendre contact avec l'enseigne par l'intermédiaire de la cédante. Et comment l'enseigne a réagi par rapport à cette candidature, sachant que tes moyens financiers n'avaient pas forcément augmenté entre-temps? Ça n'a posé aucun problème. À mon grand étonnement d'ailleurs, parce que voilà, moi je croyais que c'était quand même une de mes grosses coquilles, le non-apport, ou en tout cas ce qu'il fallait pour acquérir le projet. Et tout compte fait, pas du tout. Limite, c'est arrivé en dernier, quoi. Voilà. Et donc, ça, pour nous, c'est deux éléments qui sont importants parce que le premier élément, c'est que quand on travaille avec, on appelle ça les enseignes partenaires, mais en fait, elles sont déjà partenaires dans le sens où, en fait, elles ne vont pas freiner des candidatures, des belles candidatures pour lesquelles il y a un enjeu d'apport qui est trop léger. Et en fait, ça aurait pu être le cas. En fait, l'enseigne, elle aurait pu dire j'arrête le projet tout de suite, il n'y a pas assez d'apport. Et donc, l'histoire serait arrêtée là. Et en fait, ils poursuivent parce qu'eux-mêmes sont convaincus et se disent on va trouver les solutions. Et, voilà. et en fait, ça a été finalement ce premier projet qui a lancé, nous, d'ailleurs, la relation avec le Jardin des Fleurs. Et on en a fait
Et on a fait d'ailleurs ensuite plusieurs projets derrière. Ensuite, du coup, on rentre dans toute la partie construction du financement, qui était quelque chose aussi de nouveau pour toi. Comment tu as vécu toute cette période? Est-ce que c'était long? Est-ce que c'était angoissant? Enfin, comment tu as géré toute cette période de construction du business plan, les présentations aux banques, etc. etc. Alors, je ne me suis pas forcément trop posé de questions parce que du coup, le projet est allé assez vite. Hein, on a mis à peu près, on va dire, 5 mois, hein, 5 à 6 mois entre le début où on s'est rencontrés et puis la finalisation de l'ouverture du magasin. Donc, je suis rentrée dans une spirale où j'y connaissais rien, on ne va pas se mentir. Hein. Donc, j'ai appris au fur et à mesure à côté de vous, Prépro aussi, le Jardin des Fleurs aussi, l'avocat aussi. Voilà, tout un monde qui m'était complètement inconnu. Et non, j'ai pas eu peur, je me suis pas demandé une seule seconde si ça allait fonctionner ou pas fonctionner. C'était tellement d'une logique et d'une fluidité entre tous les corps de métier là entre nous que ça s'est fait assez vite et assez bien même. En fait, c'est vrai que la construction de ce projet-là, en gros, ça repose sur quatre briques que sont déjà l'enseigne, parce qu'elle elle apporte de la matière pour qu'on comprenne bien le business model et les spécificités de ce magasin. Ensuite, il y avait Christian Long de Prépro, il y avait Olivier de KPMG et moi-même. Et en fait, on est tous finalement à se challenger les uns les autres pour faire en sorte que la compréhension et la présentation du projet ensuite aux banques soit la plus parfaite possible. Et en fait, ça, c'est quelque chose que nous, on systématise dans tous les projets. Et c'est en fait quand on a ce travail collectif, finalement, qu'on arrive finalement qu'on arrive à avoir, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'était le cas aujourd'hui, à avoir quasiment 100% d'accords bancaires. Je crois que c'est ce qu'on disait hier, même moi, je ne m'en souvenais plus. Oui. Donc, en fait, on a fait carton plein. Hein. Carton plein. Complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a étonné dans ta relation avec nous particulièrement, ou d'atypique, ou de différent, ou comment tu nous qualifierais en fait? Ce qui m'a étonnée, c'est de voir en fait qu'on pouvait effectivement croire en quelque chose et y arriver, partir du plus bas, et qu'il y avait quand même des gens qui étaient là pour nous pousser et qui croyaient en nous. Parce que franchement, moi au début, je suis partie là-dedans sans pas trop y croire, mais bon, voilà, pareil, hein, personne n'est entrepreneur chez moi, je suis la seule, donc effectivement, je me suis débrouillée toute seule et avec vous, mais en fait, cette fluidité entre nous et comment dire, et cette confiance, en fait, voilà, en fait, c'est une confiance entre nous, ça, c'était complètement nouveau, donc voilà, je retiendrai ça, en fait, la confiance. Donc, c'est bien, tu n'as pas dit qu'on était pénible et qu'on posait. Non, jamais je dirais ça. Mais non, mais ceci étant, après, blague à part, en fait, c'est vrai que on prend le dossier le plus tôt possible, et donc ça nous amène à nous poser des questions sur toutes les parties du projet, au sens, on a le prévisionnel, mais on peut aussi avoir d'autres sujets, comme des sujets de gouvernance ou d'actionnariat, par exemple, et en fait, tous ces sujets-là, ils sont importants parce que il faut que finalement on comprenne toutes les zones qui peuvent être des zones d'incertitude dans le projet à court ou à moyen terme. Et en fait, d'ailleurs, c'était aussi le cas dans ton projet. Et notre démarche, elle est d'être le plus transparente, voire des fois même un peu cash, parce que c'est aussi l'accord de financement, c'est bien. Après, la pérennité à 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis à beaucoup plus d'ailleurs, c'est le plus important. Et en fait, c'est ce qui nous importe. C'est que tu aies pu faire ton projet, c'est très bien, mais ce qui nous importe encore plus, c'est que effectivement tu dures et que tu réussisses et que tes performances au quotidien démontrent que en fait c'était un bon choix. Mais c'est un bon choix. Même question que Adrien tout à l'heure. 1 an après, est-ce que tu fais les choses autrement?
Non, on refait tout pareil. Même avec les petites erreurs, c'est ce qui nous fait avancer. Ah. C'est pareil, tu es en volonté d'avoir un deuxième magasin ou un, c'est déjà suffisant? Là, tout de suite, non, je vais me contenter de celui-ci pour le moment. N'oublions pas quand même que je suis un des gros magasins Ok. du Jardin des Fleurs. Bon, eh ben, merci pour ton témoignage. Je sais Merci que à c'est vous. peut-être pas forcément peut-être le rôle dans lequel tu es le plus à l'aise, mais je pense que c'est Non, important de mais montrer c'est que, en fait, derrière Monte ta franchise, en fait, voilà, il y a des entrepreneurs qui peuvent s'identifier à Aurélien, comme qui peuvent s'identifier à toi, et donc peut-être ça fera mûrir leur idée ou leur propre projet. avec plaisir. Je redonne la main, Vincent. Enfin, après, je peux garder la main, hein, ça ne me dérange pas. Voilà, non, c'était juste le temps de reprendre la vidéo et le micro. Super, merci beaucoup Aurélien, Jean, pour ces témoignages. On a volontairement fait un peu court pour laisser le temps à des questions éventuelles que les uns ou les autres vous auriez soit pour nous, Équipe Impact, soit pour nos entrepreneurs et gens de Basile Kenco aujourd'hui. Donc, je pense que c'est par le chat que ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a deux là déjà. Il y en a deux déjà. Allez, je m'y colle. Conseillez-vous de se lancer en franchise durant cette période? Vas-y, Sylvain, très bien. Alors, vaste question, parce que en fait, évidemment, la crise sanitaire rebat les cartes et fait quand même atteint l'activité de nombreux secteurs d'activité. Donc, mais après, c'est un peu la destruction créatrice. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des enseignes ou des secteurs d'activité qui souffrent, voire certains qui souffrent beaucoup, et puis d'autres qui quelque part, entre guillemets, profitent de cette situation et encore augmentent leur chiffre d'affaires. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça bouleverse un peu les business models et que même si à court terme, c'est compliqué, à moyen terme, ça va ouvrir d'autres perspectives. Après, ce qui est vrai, c'est que quand on monte un projet maintenant, il faut être vigilant sur les business plans, il faut être vigilant sur les négociations de bail. Il y a tout un tas de parties du projet sur lequel il faut peut-être approfondir encore plus qu'avant pour pouvoir sécuriser le projet, notamment tant qu'on est dans une période sur laquelle on est susceptible d'avoir soit des couvre-feux, soit des éventuels confinements futurs. Allez, je fais la deuxième aussi. Soit par exemple, des emplacements impactés par les évolutions du style télétravail. On voit bien qu'il y a eu une grande différence de challenge, de niveau de challenge pendant cette crise pour des activités qui étaient situées en centre commercial ou en zone de bureau ou à l'inverse en centre-ville. Et donc, peut-être prendre plus en compte ce qui peut se passer pour ces différentes localisations dans le cadre d'un BP et s'assurer qu'on a un business qui est résilient dans le nouveau contexte, quoi. Pardon, vas-y Sylvain, excuse-moi. Pas de problème. Alors, pouvez-vous préciser intérêt 7% déductible chaque année? Alors, c'est un prêt qui fonctionne complètement in fine, y compris les intérêts. Ça veut dire que pendant la durée du prêt, c'est-à-dire les 7 ans, l'emprunteur ne rembourse ni le capital ni les intérêts. Pour autant, ces intérêts qui s'additionnent chaque année, ils sont quand même déductibles au titre du compte de résultat. Donc, ils sont inscrits en charge. Et donc, s'ils sont inscrits en charge, ça abaisse forcément le résultat net. Et si ça abaisse le résultat net, ça vient du coup générer une économie d'IS. Voilà donc la petite subtilité. Mais vu que ça ne sort pas en trésorerie, forcément, après je rentre dans un détail un peu technique, mais il faut le réintégrer positivement dans le calcul de la CAF. La CAF, c'est la rentabilité du commerce
en gros, qui permet de payer les échéances de prêt. Je simplifie, mais c'est… Et pour compléter, pour donner un ordre d'idée, pour calculer à peu près le montant remboursé 7 ans plus tard, vous faites à peu près 1,6 fois le montant prêté par Impact, et ce sera ce qui va être remboursé à terme. Et je vais répondre. Oui, vas-y Vincent. Et pardon, peut-être en surcomplément, je ne sais pas si la question de provisionner évoquait aussi l'aspect trésorerie. On est favorable, évidemment, à ce que, par prudence, l'entrepreneur s'assure qu'il constitue un coussin de trésorerie, une réserve de trésorerie qui augmente durant ces 7 années et qui lui permettra, in fine, de rembourser l'obligation au bout des 7 ans. Donc, il y a l'aspect compte de résultat et déductibilité qu'évoquait Sylvain, mais il y a aussi l'aspect vrai cash, vraie trésorerie qu'il faut bien sûr anticiper pour ne pas se retrouver face à un mur de remboursement qui n'a pas été anticipé en 7e année. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on conseille à tous nos entrepreneurs, c'est de provisionner quand ils le peuvent pour qu'au bout des 7 ans, ils puissent nous rembourser sur la trésorerie ou que s'il y a besoin d'aller passer par un refinancement bancaire à terme qui soit le plus petit possible, bien entendu. Alors, pourriez-vous préciser achat, action et signature pacte d'actionnaires? Oui, quand on signe le contrat de prêt, en même temps, le jour même, voire même la même seconde, on achète une action à la société emprunteuse, une seule action. Donc, ça nous donne aucun pouvoir d'ingérence ou de gestion, et d'ailleurs, ce n'est pas le but. Le but, c'est justement de signer un pacte d'actionnaires dont les principaux enjeux sont de, ce qu'on disait tout à l'heure, de fixer l'intuitu personae. L'intuitu personae, c'est de dire on prête à Aurélie et on ne prête pas à Christine. Donc c'est important que le pacte reflète tous les aspects qui font que c'est à Aurélie qu'on a fait confiance. Et si Aurélie un jour elle décide de céder, et c'est son droit, et on sortira en même temps qu'Aurélie, et d'ailleurs en même temps que la banque. Et donc la signature du contrat, l'achat de l'action et la signature de ce pacte d'actionnaires, il se fait en même temps. Et évidemment, quand le prêt est remboursé 7 ans après, cette action qu'on a achetée, elle est reprise par l'entrepreneur au même prix où on l'a achetée, c'est-à-dire le prix du nominal, c'est-à-dire dans 90% du temps 10 €. Et ce pacte d'actionnaires tombe de fait, puisque le prêt étant remboursé, il n'y a plus d'intérêt à ce qu'il y ait un pacte entre l'entrepreneur et nous. Allez, je continue. Remboursement par anticipation est-il possible? Oui et non. En fait, pour être clair, on bride quand même le remboursement anticipé parce qu'on n'est pas créé pour être juste un prêt relais. Nos ressources sont plutôt des ressources long terme. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, notre modèle, il est fait aussi pour rassurer la banque qui va vous accompagner. Donc, il y a ce qu'on appelle une subordination vis-à-vis de cette banque-là. Ça veut dire que si on rembourse par anticipation, il faut l'accord de cette banque-là. A priori, si le commerce déborde de trésorerie, il n'y a pas de raison qu'elle s'y oppose, mais par principe, il faut quand même l'accord de cette banque. La deuxième chose, c'est que le modèle de Monta Franchise, ça ne tourne pas avec des prêts qui durent 1 an ou 2 ans. Et donc, en fait, en gros, on bride les entrepreneurs pour qu'ils puissent rembourser par anticipation avant la 5e année. Voilà. Et tout simplement en mettant une clause minimale d'intérêt qui finalement dissuade l'entrepreneur de le faire, quand bien même la banque accepterait de lever la subordination. Donc voilà, de 0 à 5 ans, non. De 5 ans à 7 ans, en gros, c'est du prorata temporis. Et jusqu'à la date d'échéance du prêt qui est dans la 7e année.
Adrien, tu veux prendre la question suivante en cas de rupture de contrat, y a-t-il des pénalités? Oui, alors, qu'est-ce que vous entendez par rupture de contrat? C'est-à-dire de notre côté, c'est-à-dire en cas de contentieux, tout simplement, sur notre… Ben, prends peut-être le cas d'une rupture du contrat de franchise et puis je sais pas, En fait, ça peut regrouper les deux choses, hein. Soit c'est une rupture de contrat au sens remboursement par anticipation, et donc là, c'est ce que je viens d'expliquer, avec des pénalités. En gros, ces pénalités, c'est des clauses minimales d'intérêt qui sont à 5 ans de détention de prêt. Voilà. Si c'est rupture du contrat de franchise, là, c'est un motif de défaillance. Attention, rupture de contrat de franchise, non renouvellement de contrat, c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, rupture du contrat de franchise, pour nous, ça serait un problème parce que de la même manière qu'on investit sur une personne, donc, sur Aurélien, sur Aurélie, vous avez vu tout à l'heure, on investit aussi sur un modèle de franchise qu'on a préalablement validé, et c'est pour ça qu'on travaille avec des franchiseurs référencés que vous avez vu tout à l'heure. Et nous, du coup, en cas de rupture de contrat de franchise unilatérale, ça serait un événement de défaillance pour nous, et on vous demanderait dans ce cas-là un remboursement anticipé de notre emprunt, avec la clause minimale d'intérêt qui s'y appliquerait si ça se passe avant. Et si la société serait dans la capacité de le faire, c'est là où on serait en contentieux et où on pourrait faire jouer certaines clauses du pacte d'actionnaires, mais qui serait vraiment l'ultime recours en cas de problème et de difficulté. L'idée, c'est de se mettre autour d'une table avec l'enseigne, avec l'entrepreneur et de trouver la meilleure des solutions pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on parle de rupture du contrat de franchise, a priori, on parle de rupture du contrat de franchise à l'initiative du franchiseur. Donc, et si on en est là, c'est que soit l'entrepreneur ne paye pas ses royalties auprès du réseau, et depuis un certain temps, soit il a fait une faute suffisamment grave pour que le franchiseur lui ait signifié et décide de le sortir du réseau. Donc, entre nous, si on en est là, c'est que la situation est quand même compliqué, voire très compliqué, et qu'il est important d'agir. Voilà. Peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que notre décision d'investissement, elle est intimement liée à la personnalité de l'entrepreneur. Donc, nous assurons que nous le ou la connaissons très bien avant d'investir, et à l'enseigne. Et c'est la combinaison sur laquelle on investit. Donc, le changement de l'un ou l'autre, des évolutions importantes de l'un ou l'autre côté, sont des motifs de re-questionnement de notre engagement, ce qui est normal, parce qu'il est fondé sur ces deux éléments-là. OK. Je ne vois pas d'autres questions. Pas de questions pour nos entrepreneurs Aurélie et Aurélien ou pour Jean? C'est parce qu'ils ont été parfaitement clairs. Moi, je peux faire une question et une réponse, puisque en fait, on nous la demande souvent en ce moment. En fait, on nous demande souvent là, eu égard à la situation sanitaire, est-ce que les critères financiers ont changé? Et en fait, la réponse est un peu. En fait, vu que les prévisionnels sont forcément hyper prudents et encore plus dégradés qu'avant, et on doit montrer que les commerces sont en capacité d'encaisser des chocs comme des situations de couvre-feu ou de confinement, évidemment, ça peut crisper un petit peu les niveaux d'apport requis. Et donc, la majorité des banques ont quand même un petit peu rehaussé leurs exigences d'apport. Ce qui, après, en toute honnêteté, nous a aussi amené à quelque part légèrement rehausser les critères d'apport des projets qu'on est susceptible d'accompagner. Alors, je vous donne un exemple, mais c'est si on faisait un projet avant avec 25 000 € d'apport,
ben, peut-être que là, sur une crise sanitaire, on est plutôt à 35 ou 40. On n'est pas à 80. Mais il y a eu les banques peut-être demandaient 10 à 20% d'apport en plus. Et ben, nous, on demande quelque part, on suit un peu le même, train. Et à l'opposé, on a aussi du coup été sollicité sur d'autres projets sur lesquels peut-être il y a 1 an ou 2 ans, on n'aurait pas forcément été interrogé, mais les banques ou d'ailleurs les entrepreneurs, à fin de prudence, nous sollicitent pour renforcer le projet, y compris des entrepreneurs qui peuvent être des fois en situation de multifranchisés ou de plurifranchisés et qui voient notre rapport en quasi-fonds propres comme quelque chose, comme un élément de sécurité pour l'ensemble de leur groupe, parce que c'est en général des entrepreneurs qui ont de multiples structures. Donc voilà, un peu les critères se sont un petit peu durcis. C'est aussi lié à la situation, la conjoncture. Il n'est pas du tout sûr que d'ici 6 mois, si jamais on arrive à une situation sanitaire qui revient à la normale, les critères des banques reviendront sûrement ce qu'ils étaient avant crise. Pour l'instant, il faut, de toute façon, il faut présenter des prévisionnels très, très prudents. Et donc, des fois, ça peut amener à avoir des apports un tout petit peu plus importants. Mais même si on revient à une vie un peu plus normale, c'est un bon apprentissage, je pense, qu'on a tous fait de l'intérêt de stresser un peu les modèles, de s'assurer que ça passe quand même si temporairement il y a une baisse de chiffre d'affaires, qu'on saurait quel levier aller activer en termes de maîtrise des coûts, en termes de peut-être sources alternatives de revenus. On a vu beaucoup d'agilité, bien sûr, en termes de click and collect, en termes de livraison, vente à emporter, tout ça. Donc, c'est une bonne… Je pense que le niveau d'expertise, en fait, de l'ensemble des intervenants, nous y compris, a augmenté à l'occasion de cette crise parce qu'on s'est posé des questions de façon un peu plus appuyée qu'on ne l'aurait fait sinon, et on est allé stresser nos modèles et chercher des réponses. Je pense que c'est une bonne chose de toute façon et que ça restera. Voilà, écoutez, on est juste dans les temps, donc je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc on va peut-être en rester là. Je voudrais bien sûr remercier Aurélie, Aurélien et Jean pour leur partage. On était dans le concret, on était dans le vécu, c'est nous ce qu'on vit tous les jours là, en accompagnement de ces projets, donc c'était très, très sympa de l'entendre. Et puis, j'espère que ce webinaire a été informatif et éclairant pour vous tous. Vous avez vu qu'au-delà d'une solution de financement, il y a une dimension d'accompagnement qui est très importante, accompagnement très en amont du projet, mais lors de l'exécution et après également. C'est une dimension importante pour nous. Et puis que notre dispositif, s'il est important, notre solution, si elle est importante, elle n'est qu'une partie du dispositif et d'un écosystème qui doit bien fonctionner, qui doit bien collaborer avec des courtiers, des enseignes, bien sûr, des experts comptables et autres. Donc, voilà, merci de nous avoir consacré cette heure. Et puis, nous sommes tous, bien sûr, à votre disposition. Vous avez nos références sur la petite présentation là. Bon, vous nous trouvez très facilement d'ailleurs de toute façon. Nous sommes à votre disposition pour toute étude de projet. Il ne faut pas hésiter à ce qu'on s'en parle le plus tôt possible, parce qu'en fait, c'est en croisant les avis, peu importe le degré d'avancement et de maturité du projet, c'est quand on échange, qu'on recroise avec les enseignes, les courtiers, les experts comptables, que finalement, on arrive à… que aussi l'entrepreneur et ou l'enseigne, finalement, en additionnant les avis de chacun, forge aussi sa conviction sur son propre projet. Donc, on est à votre disposition, chaque membre de l'équipe. Absolument. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci. Très bonne journée à tous.